Bonjour à tous. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Damien Dufaux, ancien de l'ESEP, aujourd'hui PDG d'Oranet, qui va nous présenter. Donc, là, au niveau du programme de cet après-midi, on a prévu 1h15 de présentation. La thématique ou le sujet abordé, ça va être la Smart City, comment faciliter les usages et l'interaction entre les citoyens et les collectivités. On a prévu entre 30 minutes et 45 minutes d'échange et de questions. Et donc on est en lien aussi avec le site DEX. Donc je vais laisser Damien se présenter et ensuite aborder le sujet qui là paraît super intéressant. Donc ça va être un sujet très général. Donc on a au niveau de l'assistance deux populations, des jeunes qui sont inscrits sur le parcours numérique et des jeunes qui viennent de la spécialité sécurité, environnement et prévention des risques. Donc deux parties au niveau de la présentation, une présentation très générale par rapport à la Smart City et un petit focus, on va dire, sur la partie numérique. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis un ancien étudiant de l'ESEP, ça s'appelait l'ISEP à cette époque-là, 93-95. Ça ne rajeunit pas. Très rapidement pour parler de moi, parce que comme je viens de la même école que vous, j'ai commencé par travailler chez un éditeur qui s'appelle Euroquartz, que vous connaissez peut-être, dans la gestion des temps. J'ai travaillé en tant qu'au début bureau d'études, puis recherche et développement. Mon parcours s'est continué dans une autre entreprise qui s'appelle Oranet pour faire du contrôle d'accès physique, du contrôle d'accès de porte, toujours en développement. Et puis après j'ai été transféré, puisque le logiciel a été racheté par GFI. Vous connaissez GFI, Groupe Français d'Informatique? C'est un groupe d'une quinzaine, à peu près 15 000 personnes maintenant. Et j'ai pris la responsabilité là-bas d'un bureau d'études de 30 personnes où j'ai développé des logiciels de gestion des temps, ce coup-ci, pour les grands groupes comme SFR, Natixis, Chanel. Et à 40 ans, on m'a proposé un poste de direction à Oranet, une entreprise où j'avais déjà travaillé. Et à cette occasion-là, j'ai refait des études donc, de finance, management, pour pouvoir prendre la direction générale. Et j'occupe ce poste depuis 4 ans. Alors, très rapidement, Oranet, on est basé à Fontenay-le-Comte et La Rochelle. On est 70 collaborateurs. On a actuellement un peu plus de 2 millions de personnes qui utilisent nos logiciels. Vous avez forcément utilisé le logiciel d'Oranet, puisqu'on travaille dans le monde, on verra un peu plus tard, de la piscine, de l'environnement, beaucoup pour les collectivités territoriales. Actuellement, on fait 6,3 millions de chiffres d'affaires et on a à peu près 700 clients. 2 domaines d'activité Oranet. Très rapidement, dites-moi si vous m'entendez. Ça va pour entendre? On fait un premier logiciel que vous pouvez utiliser peut-être à Angers. Vous avez tous des serrures physiques, là, les petits ronds noirs sur les portiers de hall d'immeubles. Vous savez, ce petit rond qui permet de passer la porte. Cette serrure en fait, électronique possède 2 programmes, un programme pour les résidents et un programme pour la poste, enfin, tous les services qui doivent accéder au hall d'immeuble, comme Enedis, comme la poste, comme tous ces services-là, livraison de colis, Amazon, TNT. Et donc pour rentrer par cette serrure-là, du point de vue, on va dire, service entreprise, il faut une clé qui est signée en RSA dessus, qui a une durée de vie de 2 jours. Donc un badge Vigic d'entreprise permet d'ouvrir tous les immeubles de France, mais sa durée de vie est de 48 heures. Et donc on doit recharger perpétuellement ce badge. Et nous, on est le plus gros chargeur de badge en France, donc on a tous les clients, à part la Poste, qui a son propre système. Et donc on permet tous les jours à 300 000 personnes de travailler et d'accéder au hall d'immeuble. Ça c'est notre activité numéro 1. Donc ce qu'on voit en fait, vous voyez, c'est la borne à gauche là, blanche, et le petit terminal portable qui permet de recharger des badges blancs comme ça, qui permettent de rentrer. Et ce qu'on fait, c'est du calcul asymétrique sur crypto-serveur. Voilà, quelques-uns de nos clients, j'imagine que vous en connaissez un. On est assez fiers de ne pas être client d'Amazon, mais qu'ils soient clients chez nous. Et évidemment, ça représentait 25% de notre activité, et 75% de notre activité est fait par les logiciels pour les services, pour les collectivités territoriales. Notre objectif est très simple, c'est pour un citoyen, avec votre badge ou votre téléphone, vous pouvez vous inscrire à tous les services de la ville, comme vous les voyez là, que ce soit de la piscine, de la patinoire, de la médiathèque, du transport, et vous utilisez ces services-là, avec un seul badge. On est présent dans beaucoup de collectivités également, vous les voyez là, Angers Métropole, par exemple, si vous allez à la piscine, si vous allez dans une salle de sport à Angers, c'est des systèmes Oranet qui se cachent derrière, mais voilà, à Marseille, Toulouse, bon, on est présent pratiquement partout.
Indirectement, on est présent également à la ville de Paris. Aujourd'hui, on a fait voilà, un bref descriptif de RANEF. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la Smart City. On va essayer d'aborder 4 thèmes aujourd'hui. Le premier thème, c'est vraiment un état des lieux des besoins énergétiques de l'homme. Je vais faire un focus là-dessus parce que la Smart City, vous allez voir, c'est un problème de concentration de population et un gros problème d'écologie qui se cache derrière. On est tous sensibilisés au CO2, on est tous sensibilisés aux matières premières. Et vous allez voir que nous, en tant qu'informaticiens, on a tendance à dire qu'il faut tout informatiser pour pouvoir rendre la planète plus verte. Vous allez voir que ce n'est pas forcément très vrai tout ça. Hein, et que vous, dans vos métiers, vous allez être responsable aussi de rendre les choses plus vertes. Et vous allez voir aussi que dans nos gestes de tous les jours, on n'est pas forcément très écologique et de manière assez indirecte. On verra donc les choses visibles, l'impact carbone. Après, on verra la définition finalement de ce qu'est une Smart City, après avoir vu tous les enjeux de la Smart City. Et puis, on abordera quelque chose qui nous concerne plus directement et qu'on maîtrise bien en RANET. C'est comment, à travers des choses simples à mettre en place en informatique, on participe à la Smart City. Le problème numéro 1, évidemment, c'est la gestion de la population au monde. Vous êtes tous sensibilisés à ça. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que vous voyez un peu la courbe rouge et la courbe bleue, cumulée, c'est la population mondiale. Les gens vont vivre dans les villes de plus en plus. Et c'est une vraie accélération. Et vous voyez la courbe, comment elle se met en 2050. Et donc, les grands chiffres qui sont là sont, en 2017, vous savez qu'on a dépassé 7 milliards de personnes et que 50% de ces gens maintenant habitent dans les villes. 13% simplement au XXe siècle. Et qu'à l'horizon 2050, il y aura 75 à 85% de la population qui habitera en ville. Beaucoup moins de monde dans les campagnes. Et un pays comme la Chine aura 250 métropoles de la taille de Paris. Vous imaginez la gestion de 250 villes dans un seul pays. On a vu ce problème de concentration de personnes. Maintenant, le problème de CO2. C'est quelque chose que vous entendez beaucoup, mais c'est vraiment extrêmement dramatique. Vous avez évidemment la courbe de la population mondiale qui s'envole. Ça, c'est un chiffre que vous connaissez. On parle beaucoup de la courbe de CO2. Donc, vous voyez, en parallèle, la partie verte, c'est la courbe de CO2. On considère que 400 ppm de CO2, 400 particules par, je crois que c'est mètre cube, hein, je ne suis pas un scientifique. C'est ça, hein, par million de CO2, c'est ce qu'on retrouvait il y a 3 millions d'années sur la Terre où il n'y avait pas du tout de glace au pôle. On a dépassé ces normes. 415, c'est ce qui a été mesuré cette année à Honolulu, je ne sais plus, on va dans un endroit extrêmement pur. On a complètement dépassé, on est en train d'exploser les records et on va dans des endroits où on ne maîtrise pas. Donc c'est un vrai drame, donc il faut arrêter de produire du CO2. Le gros problème, c'est que tout ça, on est des êtres humains, on le sait aujourd'hui, mais on le savait déjà il y a très longtemps. En 1972, il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle le rapport Meadows, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ce rapport en 1972, les scientifiques avaient prévu des courbes de comment les stocks de ressources renouvelables vont évoluer, comment les stocks de nourriture par habitant vont évoluer, les services, la production industrielle, la pollution globale. Et donc dans la branche 70-2000, vous voyez, les données ont été réévaluées en réel. Donc en pointillé, vous avez la courbe théorique et la courbe réelle. Donc la courbe réelle suit ce qui a été prévu en 72. Ce n'est pas des découvertes tout ce qui est en train de se passer. Et donc on voit qu'entre 2025 et 2050, 2025 étant le début du drame, grosso modo, on va vivre vraiment un problème écologique majeur. On arrive très très fort dessus et on ne pouvait pas vraiment dire que ce n'était pas prévu. Tout l'indiquait depuis très longtemps. On a des besoins en énergie qui sont croissantes. Sur cette courbe-là, on met l'apparition de la voiture en 70, les ampoules, l'avion, les centrales nucléaires. Nous, en France, on a une vue où on produit en centrale nucléaire. Alors, regardez, c'est la petite courbe bleu-vert qu'on voit au milieu. C'est presque peanuts. La biomasse, c'est le bois, qui n'a pas changé depuis 1860. Notre problème, c'est qu'on utilise du charbon, du pétrole, des gaz naturels. On exploite les ressources de la Terre pour vivre, en très, très, très grosse échelle. Et donc, évidemment, comment avoir plus de population en ville, les besoins énergétiques des villes explosent. Voilà, alors que ça n'occupe que 2% des ressources terrestres, ça va concentrer 75% de l'énergie nécessaire à la planète. Donc on imagine les besoins de restructuration de la ville par rapport à tout ça. Les enjeux qui se cachent derrière tout ça. Et
le bon numérique là-dedans, dont on fait tous la promotion, comment il se comporte. On ne peut pas dire qu'on soit très vertueux parce que l'informatique représente actuellement 10% de l'énergie mondiale. Je ne sais pas si vous aviez conscience de ça. On peut parler de voitures, on peut parler de tout un tas de choses. L'informatique, c'est vraiment un énorme problème. Et un problème, si on regarde le camembert, on a à peu près 55% de l'énergie qui est consommée par la production, le fait qu'on soit connecté, 19% dans les data centers, 16% par les réseaux, le fait d'acheminer la data, et 20% dans les terminaux, vos téléphones, les ordinateurs. Et le gros problème aussi, c'est que l'informatique, c'est un vrai problème de production. 45% de l'énergie consommée est consommée à fabriquer de l'électronique. 11% pour les télé, 17% pour les ordinateurs, vous voyez. Et ça, c'est un problème de fond. On estime qu'en 2025, l'informatique, on y est presque, de 5 ans, polluera autant que le transport aérien. C'est vraiment extraordinairement. On parle toujours des avions, il ne faut pas prendre l'avion. À un moment, il va falloir aussi arrêter de faire de la pollution informatique. Alors, à quoi on consomme cette énergie informatique? Il y a des choses super intéressantes. Je ne sais pas si vous saviez que chaque minute, il se regarde 87 000 heures de Netflix. Chaque minute. Oui, voilà, vous en faites 82% de trafic, c'est la vidéo. Et voilà, chaque minute, c'est des choses qu'on sait tous, mais par exemple, 188 millions d'emails échangés chaque minute. 188 millions d'emails. Sachant que la grosse partie, c'est du spam. Tout ça, c'est de l'énergie gaspillée, on est bien d'accord. 2,1 millions de Snapchat. 1 million de connexions sur Facebook. Vous étiez conscient de ces chiffres-là? C'est impressionnant. Vous imaginez les réseaux qu'il faut mettre en face pour regarder tout ça. Et donc, on estime que les fameuses recherches Google, les 3,8 millions de requêtes minutes Google, consomment autant que la ville de San Francisco. C'est ça, à chaque fois qu'on recherche n'importe quelle bêtise de je veux regarder des petits chatons mignons, on participe à toute cette consommation-là. Pour maintenir les échanges d'emails, les 188 millions d'emails échangés chaque minute, il faut actuellement l'équivalent de 18 centrales nucléaires au monde, pour maintenir le trafic mondial. Vous imaginez un peu cette consommation extraordinaire? Je pense que la plupart sont des spams, évidemment, des choses qui partent à la poubelle, vous ne lisez pas. Voilà. La même idée, 228 millions de requêtes Google, c'est 1600 allers-retours Paris-New York, en avion. Vous connaissez ce Gangnam Style? Ça vous dit quelque chose, cette vidéo-là qui passait pendant quelques temps, ce fameux danseur fou? Ah ben voilà, pour voir Gangnam Style, il a fallu la production d'1 année de centrales nucléaires. Je pense que cette danse a apporté beaucoup à l'humanité. Je ne sais pas votre avis. Ça valait le coup d'y mettre une centrale nucléaire. Là, on va regarder à peu près le cycle de vie du numérique dans votre utilisation chaque jour. Voilà comment s'utilise le numérique. Il y a une partie sur le transport, qui est la plus grosse partie, sachant que l'avion est là. La voiture, c'est pas mal aussi, évidemment. Là, on est sur de la consommation. En kilowatts, on ne tient pas compte essence, électricité. Ici, on est sur la partie numérique. Alors, quand on dit, par exemple, en termes de conscience, arrêtons de manger de la viande et du poisson pour sauver la planète, si on arrêtait de faire du numérique, ça aurait exactement le même effet sur la planète. Exactement le même. Alors, le numérique, évidemment, ce qu'on connaît, nous, c'est ce qu'on branche au mur. Donc, quand on branche au mur, ça représente pas grand-chose en fait, c'est à peine la moitié. Le gros de la consommation, quand vous cliquez sur un bouton, ça reste dans les réseaux et les data centers. Vous voyez, 25% du courant électrique consommé, c'est les data centers. Maintenant, les data centers, ça a quand même l'avantage, je ne sais pas si vous avez commencé à travailler avec les data centers un peu, c'est extrêmement optimisé électriquement quand même. Et 28% de l'électricité est passée à transférer l'information des data centers sur les téléphones portables et les ordinateurs. Ça, c'est la carte mondiale des réseaux, enfin de la fibre optique. Donc ça, c'est assez simple, la fibre optique. On voit bien où ça va. On voit bien qui a envie d'avoir de la data et envie de la contrôler quand même. Je ne sais pas si vous avez vu, à votre avis. Ce pays-là,
est en train de générer un vrai aspirateur à données aussi. Il faut prendre conscience de ça. Et donc, ça coûte énormément. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les réseaux en termes de courant électrique. Il faut voir que quand vous envoyez une pièce, un email de 1 mégaoctet, ça correspond à la consommation d'une ampoule électrique de 60 watts pendant 25 minutes. À chaque fois que vous envoyez un document. Donc, il faut avoir ça en tête. Hein. Chaque geste est extrêmement consommateur, beaucoup plus qu'on croit. Et en moyenne, parce que la plupart des datas sont aux États-Unis, en moyenne, quand vous cliquez sur un bouton sur votre téléphone, sur votre ordinateur, l'information qui se cache derrière va faire 15 000 km. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est bien raisonnable? Alors, on parle des futures choses qui arrivent. Hein. On rêve tous de la voiture autonome, où on pourra rentrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans prendre de risques. La voiture autonome, on estime... Alors, d'abord, quand on génère de la data au monde, avec des objets connectés, avec ce que vous voulez, ça va dans les data centers et c'est jamais effacé. Hein. On est bien d'accord, la data, c'est jamais effacé. Donc, quand on génère de la data, elle est stockée. Une voiture autonome, ça génère 4000 gigajours de data. Vous imaginez la quantité de serveurs qu'il va falloir pour faire tourner les voitures autonomes au monde. Donc on parle beaucoup de ça, on ne voit pas toujours ce côté énorme qui se cache derrière. Et vous voyez chacun des capteurs, là, ce qui génère à peu près comme quantité de données, et on voit sur la courbe de droite l'augmentation du stockage de data. Donc on estime qu'en 2035, voilà, il faudra 2142 zeta-octets, donc des milliards de teraoctets, pour stocker toutes ces datas-là. Donc, voilà, quand on dit qu'il faut tout numériser pour faire des économies de CO2, c'est pas vraiment vrai, vous l'avez vu. Hein. Le CO2 participe au réchauffement climatique, participe à l'explosion des quantités de déchets, parce qu'évidemment, on recycle nos téléphones tous les 2 ans, hein, on est bien d'accord, tous les 2-3 ans, tous ces déchets-là sont quand même extrêmement polluants. On a un vrai problème avec les ressources naturelles aussi, et évidemment, ça génère l'exploitation des ressources naturelles, ça génère la disparition du vivant. Voilà, hein, c'est quelques courbes de l'explosion de... Je ne vais pas revenir complètement dessus. Mais grosso modo, si en 2020 on ne fait rien, d'où la COP21, il est absolument regrettable que les États-Unis considèrent ça comme étant quelque chose de... Enfin, les États-Unis, on va dire Donald Trump plutôt, parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas inflexion de la courbe, on va vers une augmentation absolument stratégique. Hein. L'objectif qui est visé par la COP21, c'était cette histoire de 1,5 degrés. Qui va générer ces choses-là que vous connaissez, augmentation du niveau de la mer, je ne reviens pas dessus. Voilà, hein, l'augmentation du niveau de la mer. Il faut avoir conscience de certaines choses. Par exemple, le 5 janvier 2017, on mesure la pollution atmosphérique sur un an. Donc, dès le 5 janvier, Londres avait atteint son maximum de pollution annuelle. D'accord ? Il a fallu que 5 jours pour atteindre son quota. Et évidemment, c'est le transport scolaire. Donc on comprend pourquoi, dans les villes, l'endroit où on va mettre le plus de population, il y a évidemment une problématique de mobilité, mais il y a surtout une problématique de CO2. D'où cette idée, regardez, une voiture c'est 180, ça vous savez, hein, par kilomètre, par passager. C'est beaucoup mieux pour le bus, mais les transports en commun, ce n'est que 0,8 g de CO2 par passager. C'est pour ça aussi que dans les villes, en ce moment, on est en train de dépasser piétonne. On revient un peu sur cette notion de on génère beaucoup de déchets. Il faut savoir que ça c'est encore des chiffres, hein, mais il faut bien les avoir en tête. Hein. Actuellement, l'être humain on jette 3 fois plus de déchets en mer chaque jour qu'on pêche de poissons. Voilà, ça c'est un truc énorme. Alors qu'on est en train de ravager évidemment les grands poissons, ça vous le savez. Et il y a plus de 150 millions de tonnes de déchets plastiques qui flottent sur les océans, dont ces fameuses continents qui apparaissent. Vous voyez, hein, on estime qu'en 2030, si on ne fait rien, on jettera 2 camions poubelles toutes les minutes dans la mer. L'équivalence de 2 camions poubelles toutes les minutes. Alors, les déchets numériques, c'est peut-être encore ce qu'il y a de pire. On va le voir très bien. Voilà, pour chaque million de téléphones mobiles mis au rebut, c'est 16 tonnes de cuivre, 350 kg d'argent, 34 kg d'or, 15 kg de palladium qui se perdent, ou pas, parce que maintenant on commence à les recycler. Mais vraiment, on est sur des matériaux extrêmement rares. Mais en général, on sait que ces 720 millions de téléphones sont jetés dans le monde chaque année. La plupart, vous voyez, c'est terrible, hein, on les retrouve en Afrique dans cet état-là. Hein. Nos déchets les plus dangereux, on les exporte.
Il y a la raréfaction évidemment des ressources naturelles. On extrait actuellement 92 milliards de tonnes de ressources naturelles de nos sols tous les ans, en 2017, qui est trois fois plus élevé qu'en 1970. On voyait 7% de la population mondiale sera exposée à une diminution de moins 20% des ressources en eau renouvelable. Donc d'un côté, on exploite plus les ressources naturelles, de l'autre côté, on va en avoir de moins en moins. Et un téléphone portable, quand on le fabrique, vous en changez tous régulièrement. Je le fais aussi, hein, je peux me jeter la pierre. À chaque fois, il faut 7,4 kg de cuivre, ça consomme autant d'énergie que de faire 57 km en avion en fait. Hein. Donc voilà, 57 km en avion, c'est ce qu'il faut comme énergie pour fabriquer un téléphone portable. Ça, c'est un diagramme super intéressant. Vous connaissez les 4 révolutions industrielles, hein, le charbon, l'acier, le pétrole et la quatrième qui est le numérique. Donc notre première révolution industrielle, le charbon, on a des ressources que 2155. Mais on a changé parce qu'on avait besoin de chemin de fer, on avait besoin de bouger. Donc on a commencé à faire la révolution industrielle du fer, donc toute l'industrie qu'on connaît. Et ça, ce sera épuisé en 2085. Troisième génération, c'est la génération du pétrole, c'est dans laquelle on est actuellement. On estime que les ressources ne feront jusqu'en 2050. Et donc on est parti sur une quatrième génération, qui est la génération de l'informatique et de l'électronique. Quatrième révolution industrielle, et regardez un peu, on va utiliser du plomb, de l'étain, de l'indium, du zinc, de l'or. En fait, plus on fait des révolutions industrielles, plus on utilise des matières premières qui sont extrêmement rares. Voilà, il y a déjà des choses où l'hafnium, le terbium, c'est plus que tendu, l'antimoine. Toutes ces fameuses terres rares qu'on évoque tout le temps sont extrêmement tendues. C'est un vrai problème géopolitique, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Vous saviez que Donald Trump voulait acheter un pays là récemment, le Groenland. C'était pour ces problématiques-là. Bien sûr, ils n'ont plus de terres rares, c'est les Chinois qui les ont. Il y en a en Afrique aussi, où on appelle ça maintenant la terre de sang, tellement il y a de drames autour de ces terres rares. Ça génère des millions de morts. Et c'est extrêmement compliqué. C'est aussi pour ça qu'on essaye d'aller faire des exploitations dans les pays arctiques. Voilà, l'idée c'est qu'on arrive, vous voyez, on arrive à une vraie problématique, c'est-à-dire qu'on a un mode de vie, on a un rythme de vie, on va voir un peu plus loin, qui n'est pas compatible avec tout ça. Tout le monde en a conscience, mais quand on voit quelques chiffres en plus, et quand on voit la concentration des gens dans les villes, on voit les problématiques qui arrivent. Donc ça, vous saviez, hein, le 8 août, on en parle, c'est plus tard maintenant, je crois encore. Ça, c'était la version 2016, où on a dépassé nos ressources naturelles, où on vit à crédit. Et on émet évidemment plus de CO2, d'où l'augmentation que les océans et les forêts peuvent en stocker. Il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a que 50 ans, on ne consommait que 50% de nos ressources naturelles. Et donc, on ne voit pas très bien, là, mais 2, c'est le nombre de planètes. Actuellement, il nous faudrait 2 planètes pour vivre. Hein. Évidemment, au bout de 6 mois, on a fini la première planète. Il faudrait qu'on parte sur une deuxième. C'est un peu impossible. Et là, on a les gens qui vivent le mieux sur la planète. Alors, vous voyez, les États-Unis, il leur faudrait eux 5 planètes. Pas mal. L'Australie, c'est pas mal non plus. Nous, on n'est pas très bon quand même. Hein. C'est 2,8, donc on est un peu au-dessus de la moyenne. Il faudrait pratiquement qu'on vive comme des Indiens. Je ne sais pas si vous avez vu quelques photos en Inde. Ça paraît toujours super envie. Voilà, on est rendu à ces niveaux-là de nos vies à l'occidental ne sont pas compatibles avec le fait, avec les ressources de la planète. Qui creusent. Beaucoup de scientifiques pensent que un des phénomènes du mouvement des Gilets jaunes, entre autres, c'est par rapport à ces différences qui se créent, ces inégalités sociales qui se créent par rapport à la matière première. Alors ça, c'est Stephen Hawking, qui est décédé malheureusement maintenant, mais lui, sa prédiction, c'est que dans 1000 ans, il n'y a plus personne à ce rythme-là. Bon, ça, c'est un constat qui n'est pas très glorieux, hein. Ça ne donne pas très envie de continuer. Néanmoins, il y a quand même des moyens de satisfaction. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça, et entre autres, pourquoi la Smart City, c'est un peu le vecteur commun de la Smart City. Il y a des moyens quand même de penser que l'homme est capable de faire mieux, parce que je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on devait tous cramer à cause du trou d'ozone. On a pris des mesures drastiques, on a introduit tous les effets de gaz, tous les gaz à effet de serre, enfin tous les gaz qui détruisaient l'ozone, on les a interdits, et ces fameux trous d'ozone ont diminué. Donc on peut agir. Donc il faut vraiment qu'on agisse, mais vous,
en tant que futur informaticien ou responsable du monde numérique, vous devez agir aussi. Parce que vous avez vu que le numérique, c'est une part qui est, qui est grandissante hein, et qui est très impactante écologiquement. Donc la Smart City, c'est bien cet objectif de rendre le monde vivable. Alors, petite théorie sur la ville, ça vous savez ce que c'est à peu près une ville. Une ville, c'est un groupement de population aggloméré caractérisé par un effectif de population et par une forme d'organisation économique et sociale. Ça, c'est une vieille ville, ça, hein, il y a longtemps. Je vais lui montrer 3 cartes. Ça, c'est l'état de l'Europe en 1500. Ok? Ça, c'est l'état de l'Europe en 1650. Ça, c'est l'état de l'Europe maintenant. Est-ce que... Vous voyez, les frontières, elles bougent quand même pas mal. Hein. Est-ce que vous voyez des points communs entre ces 3 cartes? Non? Il y a un truc qui ne bouge pas, c'est les villes. Les villes, elles sont où elles sont, et donc c'est un point central de vie d'un groupe de population. On voit que les frontières bougent, que les choses changent, que les pays s'agglomèrent, que ces contextes géopolitiques changent. Mais la ville, c'est un élément ultra important dans la structuration d'une société. Le nom Smart City, c'est quelque chose qui est né en 1990, c'est quelque chose qui est français, c'est Gabriel Dupuy qui a inventé ça, qui a été repris par IBM, par tout un tas de monde, avec cette idée en effet d'essayer de comprendre comment fonctionne la ville. Donc ça a beaucoup été associé aux capteurs, aux données et à l'intelligence artificielle pour essayer de savoir comment une ville fonctionnait. En réalité, maintenant, le terme Smart City s'est vraiment étendu. L'objectif de la Smart City, elle a été théorisée. Donc les enjeux, c'est inclure davantage les citoyens dans les décisions. D'accord, là on ne parle pas de capteurs, hein, c'est vraiment de la théorie. C'est de mieux gérer l'eau et l'énergie, c'est de mieux aménager le territoire, d'améliorer la santé des habitants, d'abaisser les coûts, d'anticiper les impacts des changements et de préserver l'environnement. Vous allez voir, il y a beaucoup de politiques qui parlent de ça. En fait, ce qui est recherché, c'est vraiment ce mot-clé qui est durable. Les villes doivent devenir durables. Si on ne veut pas tous devenir des lézards qui brûlent au soleil, on doit faire en sorte que nos territoires deviennent durables. Pour devenir durable, on va travailler sur 3 axes. Un côté écologique, un côté social, un côté économique. Si vous faites du social et de l'économie, vous faites des choses équitables. Si vous faites du social et de l'écologie, vous faites des choses vivables. Et si vous faites de l'écologie et de l'économie, c'est viable. Pour faire du durable, il faut mélanger ces 3 aspects-là. D'accord? Et donc, il faut vraiment que tous les aspects de la collectivité travaillent ensemble. Les missions d'une ville, elles sont triples en fait. Hein. On doit gérer les ressources et la sécurité, on doit gérer les infrastructures, et évidemment on doit gérer les citoyens. Quand on parle par exemple de ressources, on va parler d'eau, de déchets, d'énergie, dans les infrastructures, c'est circulation, parking, trafic. Dans la gestion des citoyens, c'est ce que est social, construction, culture, et on voit des intersections. Par exemple, santé, pollution, évidemment, entre le citoyen et les ressources de la sécurité. Le transport, quand on fait de l'infrastructure et des ressources. Les infrastructures entre le citoyen et les bâtiments, hein, c'est les salles de sport par exemple. Et on a toujours une thématique qui est très centrale, c'est la sécurité et la gouvernance. La gouvernance, on verra ça un peu plus loin, c'est le fait que les citoyens participent à la vie de la collectivité. Vous connaissez la pyramide de Maslow? Ça vous dit quelque chose? On entend souvent dans les chansons. Il y en a une qui a été théorisée pour la Smart City. Donc gestion des ressources et sécurité, on retrouve les mêmes, vous voyez, les 3 niveaux de la pyramide de Maslow. Sachant que pour survivre, il faut de l'eau, de l'énergie, et maintenant on a même l'impression qu'il faut surtout du wifi et de la batterie pour survivre dans ce milieu-là. Pour vivre, santé, éducation, sécurité, pour vivre facilement, il faut de la construction, de l'habitat, de la mobilité urbaine. Pour vivre ensemble, il faut de la gouvernance, il faut du social, il faut de la politique. Et puis après, on a les choses pour s'épanouir, tout ce qui est culturel et tout ce qui est vie privée. Pour arriver à ces paradigmes-là, grimper dans la pyramide de Maslow, il va falloir apprendre à faire autrement. Évidemment, tout ce qu'on a vu dans les premiers slides, c'est ce qu'il faut qu'on arrête de faire. Fabriquer, consommer, collecter, jeter. On voit tous des poubelles, de collègues, de machin, c'est très bien. Mais ça, c'est pas possible, c'est pas durable, c'était les choses. Il va falloir vraiment tomber dans consommer, collecter, fabriquer, consommer, collecter, fabriquer. Il va falloir recycler pratiquement tout ce qu'on utilise. Par exemple, on va devoir faire évoluer les chaînes de valeur dans la ville.
Évidemment, alors là on va faire un peu plus d'informatique maintenant. Donc quand on collecte, il va falloir optimiser les tournées, voilà, on a des choses comme ça, il va falloir optimiser les taux de remplissage. On va pouvoir faire un peu de choses plus autonomes. Alors les camions autonomes, je dis, c'est peut-être pas la panacée, mais on peut commencer à regarder quand même. Il faut faire un peu plus de tri. Pourquoi pas de la robotique et d'IoT. Il faut alimenter les quartiers avec des fermes urbaines bioénergiques. Voilà. Ça, vous avez entendu parler de ça? De la bioénergie locale. Et puis, on doit surtout réemployer, recycler, des marketplaces. Donc là, on va voir apparaître maintenant, on commence à voir des choses qui... Too Good To Go, par exemple, vous connaissez? Vous utilisez peut-être, hein? Ça, c'est un premier début de quelque chose de recyclage, mais on va arriver de plus en plus dans ce monde-là. Alors là, je n'ai pas les données, mais il faut voir les dizaines de tonnes de nourriture qui sont mises à la poubelle tous les jours. Et donc, on va arriver sur des problématiques de gouvernance. La gouvernance, c'est le fait que chacun de vous participe à la collectivité. Actuellement, vous participez par deux biais. Vous votez, et puis après, vous avez la bonne conduite. Et on voit bien que, et encore une fois, il y a tout un tas de mouvements comme les Gilets jaunes qui le démontrent, ce n'est plus dans l'attente des gens. Les gens, les citoyens, moi entre autres, on veut plus participer, on veut que nos choix soient mieux pris en compte. Donc il va falloir changer les paradigmes. Et en ça, l'informatique va pouvoir aider. C'est-à-dire collecter l'opinion des gens et pourquoi pas les faire voter sur des décisions très locales. Pour obtenir cette fameuse adhésion massive de la population. Voilà, après il va aussi falloir qu'on travaille tous ensemble, parce que collecter des données, il va falloir légiférer, il va falloir encadrer le développement de ces nouveaux services, de ces nouvelles infrastructures. C'est pas, encore une fois, on est tous pareils, hein, les grandes décisions, la RGPD, c'est pas ça qui va décider de tout. Hein. On doit être responsable de nos données personnelles et on doit aussi dialoguer avec les gens de la cité pour savoir ce qu'on fait de nos données personnelles. Voilà, la technologie, si elle veut qu'elle rentre dans les mœurs, il va falloir qu'elle soit adoptée par tout le monde. Et donc, il va falloir que tous les services, encore une fois, ce que je vous ai dit, on n'est plus là pour vraiment, en tant qu'informaticien, surtout, je crois que vous avez des formations où vous êtes pas mal sur cette thématique, de récupérer le besoin des personnes. Il va falloir de plus en plus travailler avec le citoyen final. Donc on rejoint exactement la même thématique. Alors, vous voyez là où je voulais vous emmener, puisque je vous ai présenté un petit peu Euronet au début où on faisait des services pour les citoyens. Nous, Euronet, ça fait 20 ans qu'on travaille dans ce monde-là. Et évidemment, c'est pas sorti comme ça de nulle part. Ça fait un bon moment que les politiques, que tout le monde réfléchit. Il y a une démarche qui s'appelle la carte de vie quotidienne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est né en 2003 d'un appel, pas un appel d'offres, un appel à participation de la Caisse des dépôts et consignations. Donc il y a une vingtaine de collectivités qui ont répondu. Donc c'est l'idée qu'avec une seule carte à puce, à l'époque, sans contact, on puisse utiliser tous les services de la collectivité. Nous, on a participé à 10 de ces expérimentations. Il y en a encore quelques-unes qui sont en production. Ça a des effets très typés Smart City qui sont vraiment très bien. C'est-à-dire qu'on a une carte transverse qui se permet, ben voilà, vous avez une seule carte pour aller accéder à tous les services du territoire. Vous avez ça, parfois peut-être la carte étudiant maintenant, elle va assez loin. Prenez le bus avec ou pas? Voilà, c'est pas la CVQ ça. Donc la CVQ, c'est vraiment, j'ai ma carte étudiant, je prends le bus, je vais à la piscine, je vais à la médiathèque. J'ai un seul moyen pour utiliser les services de la collectivité. Et après, évidemment, comme on badge beaucoup, on collecte beaucoup d'informations sur les services et on est capable d'optimiser ces services, avoir le taux de remplissage. C'est un premier début de Big Data. Donc, on a mis ça en place, on a eu vraiment un très bon retour des citoyens. Les citoyens étaient très satisfaits de cet aspect-là et avaient l'impression de mieux connaître le territoire. Par contre, en tant qu'informaticien, en tant que logiciel, on a eu beaucoup de problèmes parce que voilà, les logiciels sont extrêmement silotés dans la collectivité. Ça, vous savez, il y a des services pour le sport, il y a des services pour l'environnement, très peu de dialogue entre ces services-là. Et quand on veut une carte qui soit utilisée dans tous les services, ça en est beaucoup de problèmes sur les démarches. Est-ce que je suis bien enregistré, pas enregistré? Donc on a beaucoup de problèmes à l'intérieur des services de la collectivité. Les portails pour accéder aux différents services, vous aviez beau avoir une seule carte pour aller à la médiathèque ou à la piscine, il fallait quand même aller sur chacun des portails pour s'inscrire. Donc ça posait un vrai problème. Et on tombait, est-ce que vous avez entendu parler de l'enfer des interfaces? Pendant un temps, il y a eu l'enfer des DLL, ça c'est pour les gens qui connaissaient Windows.
autrefois. Donc l'enfer des interfaces, c'est qu'on met 3 logiciels, on est pratiquement à factoriel n logiciels pour faire des interfaces, et c'est presque immaintenable. Donc quand quelqu'un changeait de carte, il fallait informer tous les logiciels, avec des bugs entre les interfaces, avec tout un tas de choses, et donc ça ne se passait pas forcément très bien. Donc une bonne expérimentation d'un côté du citoyen, un mauvais vécu côté informatique. On en arrive à, en tant qu'informaticien, ce qu'on doit faire pour bien gérer ça, c'est qu'il faut commencer par mutualiser une base population. Une base population, l'idée c'est de connaître son territoire. Vous savez qu'il n'y a presque pas de base de données dans la collectivité qui vous identifie. On ne sait pas vraiment où vous habitez, on ne sait pas vraiment ce que vous faites tous les jours. Vous pouvez être référencé dans 50 logiciels, être parti de commune depuis très longtemps et donner l'impression que vous êtes toujours sur un territoire. C'est un problème majeur, c'est-à-dire que pour faire de la Smart City, pour pouvoir dialoguer avec les citoyens, il va falloir connaître les citoyens. Et ça, c'est un problème auquel vous avez été exposé en tant qu'informaticien si vous travaillez dans ce monde-là. Comment on fait en sorte de constituer une base de données de population d'une ville comme Angers, à votre avis? Pas facile, hein? Est-ce qu'on interroge tout le monde? On fait un sondage? On fait un merge de toutes les bases de données de la ville? C'est un vrai challenge sur lequel il faut travailler. Comment on la maintient à jour? Comment on vérifie que les gens sont partis, sont encore là? Comment ils évoluent? Est-ce que les foyers évoluent? Est-ce qu'ils ont des enfants? Des divorces? Des mariages? Comment, une fois qu'on a fait cette base de données, on va envoyer ces données à toutes les applications de la ville? Est-ce que c'est bien conforme RGPD tout ça? Voilà, et bien sûr, l'identification, l'authentification. Là, on va parler de biométrie et de choses comme ça. Il y a un énorme enjeu. Donc, actuellement, nous, on est en train de faire une expérimentation au RANET sur ces thématiques-là, donc une expérimentation où on est en train de faire un portail frontal où on centralise la population. Par des systèmes d'inscription, on arrive à collecter à peu près la population. Mais c'est vraiment un système d'expérimentation. Il n'y a rien en France qui existe vraiment. Donc la première partie qu'on a vue, il faut faire une base de population uniforme. La deuxième, c'est qu'il faut faire participer les citoyens. Et donc pour faire participer les citoyens, le meilleur moyen, c'est d'exploiter les services. Donc il y a toutes les applications qu'on connaît, des applications qui doivent être faites par la collectivité pour dématérialiser. Je ne sais pas s'il y a une gestion de la relation citoyen à Angers, pas forcément. Hein, vous avez l'État qui essaye de faire des choses avec gouv.fr. Il y a beaucoup de choses à faire sur un territoire. Hein. L'État ne gère pas tous les services de la collectivité. Tout ça reste à faire encore, reste à bâtir. Donc, il va falloir stocker des métiers, il va falloir proposer des démarches métiers, des démarches transverses. Vous avez des choses, par exemple, quand vous constatez un graffiti, vous avez des applications mobiles là pour les graffitis? Non? Oui, il y en a une ici? Quand vous constatez un graffiti, il faut d'abord que la police intervienne pour constater le graffiti. Il faut après que l'équipe vienne nettoyer les murs. Après, il faut faire une déclaration comme quoi les murs ont été nettoyés. Il faut faire intervenir 4 ou 5 services très différents de la collectivité. Donc sur une seule démarche citoyen qui lui a envie d'avoir « j'ai déposé un graffiti, c'est bon, merci, on est passé, on l'a nettoyé ». Il va falloir mettre en marche derrière tout un workflow, tout un processus extrêmement complexe sur les services qui se cachent derrière. Et donc il faut des choses qu'on a très peu aussi, il y a pas d'applications qui notifient les citoyens actuellement. On a vu l'enfer de tout ça, donc il va falloir travailler aussi sur la partie workflow. Donc ça c'est toute la partie back-office, hein, comment les agents vont pouvoir travailler, comment on automatise les workflows, comment on assiste à la reconnaissance des doublons de demande, parce qu'évidemment, quand on fait un graffiti, 50 peut faire la même demande pour le même graffiti. Donc comment on identifie que cette demande c'est la même, reconnaissance sur la photo, voilà, ça pose beaucoup de problèmes. Comment on évalue les ressources nécessaires pour répondre à une démarche en ligne. Si vous recevez 1000 démarches un jour, puis 5 le lendemain, comment on va gérer les équipes pour faire tout ça. Les partages du même SI et puis les mesures de qualité de service, puisque vous, en tant que citoyen, vous êtes en attente aussi que vos considérations soient prises dans un certain délai. On vous indique 5 jours pour faire ceci, il faut que ce soit fait dans les 5 jours. La quatrième bonne pratique, évidemment, pour nous, on a vu les parties qui concernaient les parties front office, back office, et maintenant les parties équipement. Donc on va rejoindre toute la partie IoT. Il faut absolument que vous soyez, faire en sorte que les infrastructures qui sont mises à votre disposition en tant que citoyen soient disponibles, soient optimisées, qu'on puisse
par exemple gérer l'énergie d'un bâtiment en fonction des personnes qui sont à l'intérieur, qu'on puisse les réserver, gérer les stocks, gérer les flux. Donc on va tomber dans des problématiques pratiquement entreprises. Il faut minimiser les coûts de SI, il faut globaliser l'information en général. Cinquième bonne pratique, donc on va retomber sur des choses qu'on a vues tout à l'heure sur la Smart City, c'est-à-dire réformer, recycler, réutiliser, réduire, refuser. Il faut vraiment que, quand vous allez faire, et là on est pratiquement dans la démarche chef de projet, il faut savoir refuser des choses, d'accord? C'est très important, il faut réduire la consommation, il faut réutiliser un maximum. Il faut donner l'avantage aux circuits courts. Quand on parle d'informatique, on parle beaucoup de data center, de cloud computing. Le cloud computing, les serveurs, ils n'ont pas besoin d'être à 20 000 km. On peut tout à fait faire du cloud computing en local, et en faisant ça, vous réduisez les taux de transfert, l'occupation réseau et le coût réseau. Il faut optimiser évidemment les politiques d'achat pour y introduire de l'éco-responsabilité, excusez-moi. Vous devez aussi réfléchir aux architectures logicielles que vous allez créer et au code que vous allez écrire. D'accord? La boucle while, tant que c'est vrai, c'est pas forcément toujours la meilleure façon de programmer. Il faut, quand vous allez coder, il va falloir introduire des nouvelles façons de développer. Vous devez vous préoccuper de la consommation électrique de vos programmes maintenant. Est-ce que je programme en événementiel, sachant que je ne maîtrise pas toujours ce qui va se passer dans le code? Voilà. Ou est-ce qu'on fait des choses qui sont plus basées sur des machines à état, qui sont plus prédictibles? Vous allez devoir apprendre à maîtriser des nouvelles façons de programmer qui sont beaucoup plus économes en énergie. Maîtriser les consommables, et ça c'est dans tous les sens. C'est-à-dire qu'un consommable, pour vous, ça peut être un papier, c'est ça en général. C'est pas toujours, le papier, c'est pas toujours la version la moins écologique des choses. On estime que si vous regardez un document plus de 20 minutes sur un ordinateur, ça aurait coûté moins cher à la planète si vous l'aviez imprimé, en termes de CO2 et en termes de consommation électrique. Donc, tous ces usages-là, toutes ces pratiques-là, il va falloir les introduire dans vos manières de concevoir. Il faut aussi réutiliser les équipements obsolètes. Est-ce que vous adorez travailler avec des vieux ordinateurs qui rament? Non. Eh bien, avec les nouvelles technologies, entre autres avec les applications web, on peut continuer à utiliser très longtemps des vieux ordinateurs. J'ai vu apparaître très récemment dans des collectivités qui décernaient des primes à ceux qui gardaient leur ordinateur plus de 7 ans. C'est une autre manière de penser les choses. Est-ce qu'on a toujours besoin de changer d'ordinateur ou toujours besoin de changer de téléphone? Pas toujours. Il faut évidemment promouvoir les bonnes pratiques, les discussions, et puis, comme dans votre maison, quand on vous dit de débrancher le truc en veille, votre responsabilité en tant qu'informaticien ou responsable informatique, c'est de supprimer tout ce qui ne sert pas. Une VM, si elle n'est pas utilisée sur un serveur, elle doit dégager, quoi, hein. Il va falloir que vous ayez cette discipline qui arrive. Et puis, évidemment, j'espère que là, il y a une majorité de gens qui vont être d'accord avec moi, l'open source. L'open source, pour tout ce qu'on connaît de biens, de partage, de choses comme ça, l'open source, ça peut dire gratuit, encore une fois, hein. Et l'open source aussi, parce qu'on ne réécrit pas 50 000 fois ce qu'a déjà fait quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est le petit truc en plus. C'est pas de refaire forcément ce qu'ont fait les autres. Donc l'open source, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Maintenant, dans les appels d'offres, dans les collectivités, on a le droit d'écrire « on préfère de l'open source ». On n'a pas le droit encore d'écrire parce que c'est trop discriminant, on ne veut que de l'open source. Mais on met maintenant, on a une préférence pour l'open source. L'open source, ça devient quelque chose de très important. L'open source, le fait que vous écriviez des programmes open source, ou l'open source, le fait que vous utilisiez des librairies open source qui existent déjà. On va rejoindre après cette notion que quand vous développez quelque chose, quand vous ajoutez quelque chose à un programme, posez-vous la question de, évidemment, la première truc, est-ce que c'est utile? Est-ce que la fonction que je suis en train de faire, c'est pas du gadget? Est-ce qu'elle est utile? Et puis, après coup, il va falloir que vous vérifiez, est-ce qu'elle est évidemment utilisable? Est-ce que les gens l'utilisent? Et puis surtout, est-ce qu'elle est utilisée? C'est-à-dire que si vous développez une super fonction un truc qui écrit le texte à votre place, par exemple, vous mettez une idée, il écrit tout le texte à votre place, mais que personne ne l'utilise, il faut l'enlever, ça ne sert à rien. Il ne faudra pas garder dans vos programmes des choses qui ne servent à rien.
J'ai emmené un petit diagramme sur ce qu'on faisait, mais celui-ci n'est pas très compréhensible. Donc nous, voilà la manière dont on l'a interprété à Oranet, puisqu'on essaye, évidemment on n'est pas parfait, hein, on essaye de mettre en place tout ça. La première chose, c'est qu'on essaye de faire de l'open source, c'est-à-dire qu'il n'y a encore pas très longtemps, on écrivait sur des plateformes, on va dire privées, type Windows, sur des bases de données payantes. Et très récemment, on a complètement changé. On s'est dit, on est à côté de on est complètement à côté de la plaque. Et donc, on a commencé à écrire en open source et on n'est pas parti de rien. On est parti d'une plateforme open source qui s'appelle Odoo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un ERP, donc Enterprise Resource Planning, c'est-à-dire une plateforme technique pour développer des applications sur lesquelles on peut rajouter plein d'applications. Donc, c'est du Python. Donc, nous, c'est notre choix. Et maintenant, sur cette plateforme open source qu'on a choisie, on est venu rajouter nos applications métiers. Donc on a fait le choix d'abandonner tout ce qu'on faisait en termes de développement qui nous appartenait pour faire confiance à ces plateformes open source. Et donc on développe nos applications métiers, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, gestion des piscines, gestion de l'environnement, gestion du transport. Dessus, on va venir rajouter des parties IAM pour connecter aux usagers, des applications mobiles, des choses qui sont plus web, des portails d'envoi de SMS. On va après connecter cette plateforme comme on pourrait connecter dans l'usine 4.0 des IoT au SI de l'application. Nous, on va venir connecter notre système au bâtiment, au système de contrôle d'accès. Quand vous avez un tourniquet, par exemple, il est connecté en temps réel à notre système. Et puis derrière, évidemment, on va connecter au système d'information de la collectivité avec un truc qui est très important en France, c'est les impôts. Alors, on est obligé, la DGFiP, c'est quelque chose qui centralise tout en France, toutes les parties financières. On essaye de voir à peu près, pour augmenter un peu ce côté Smart City, donc on va encore plus travailler sur les parties identification, authentification des usagers. Comment on peut faire ça sur des lecteurs non dédiés? Des lecteurs dédiés, c'est des cartes à puce. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la carte de vie quotidienne. Comment on peut faire ça avec les smartphones, avec de la biométrie? Comment on peut réduire les consommables et simplifier la relation dans les villes? Un truc qui est important aussi, c'est que les logiciels, maintenant, pour les utiliser, il faut faire une sorte de gamification, c'est-à-dire décerner des espèces de trophées quand les gens utilisent vos logiciels. Nous, par exemple, ce qu'on est en train de prévoir, c'est que si vous déposez des choses de valeur à la déchetterie, que vous n'utilisez pas, des plaquettes de bois, des choses comme ça, on peut vous payer en monnaie locale. Que vous allez pouvoir dépenser dans des cycles courts. D'accord? Vous connaissez la monnaie locale? Ça vous dit quelque chose? Voilà, il faut faire des choses qui soient plus pertinentes en termes de données échangées. Il faut aussi de plus en plus développer par interface sur des logiciels qui soient à périmètre maîtrisé pour pouvoir offrir l'opportunité à d'autres logiciels de s'interconnecter avec le vôtre. Et ça, c'est une grosse tendance de fond qui est très présente maintenant. Voilà, et puis nous, on aimerait aussi aller, et ça c'est le futur, c'est de gérer, pourquoi pas, de la monnaie locale en crypto-monnaie. J'étais très court peut-être ou Comme vous l'avez vu, on a balayé très large. Pourquoi il faut changer très vite et pourquoi c'est... Alors, on veut dire, moi je commence déjà à être vieux, c'est de votre responsabilité maintenant, à vous, de mettre en place tous ces systèmes qui vont permettre d'aller vers ce changement climatique. Désolé, on vous a laissé quelque chose pas forcément très propre, on va faire ce qu'on peut nous, mais... donc, vous devez agir dans votre vie d'informaticien parce que l'informatique, c'est peut-être le fléau de demain. On a commencé à en parler un peu aux actualités. Donc ça va être de votre responsabilité aussi de mettre en place des choses qui font que l'informatique soit durable. Elle ne l'est pas actuellement. Et derrière, j'ai essayé de vous présenter comment nous, à Oranet, on essaye de faire un peu bouger les choses. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur tout ce qu'on a vu? Ah bah la première, c'est toujours la plus dure, c'est bien. Est-ce que vous avez déjà rencontré des soucis avec la législation? Est-ce qu'on a déjà rencontré des soucis? Au niveau législatif, avec la mairie ou avec les collectivités locales pour implémenter vos services? Alors, non, parce qu'on travaille en mode collaboratif.
C'est-à-dire qu'on travaille toujours avec les gens de la collectivité qui sont des professionnels et qui connaissent très bien ces problématiques-là. Et donc ça nous permet d'éviter ça. Mais ce que vous soulignez est vrai, c'est que c'est très compliqué quand on développe un logiciel du monde, on va dire, privé, pour les entreprises, de le faire fonctionner dans les collectivités parce qu'on se heurte à des gros problèmes. Le RGPD, on voit comment c'est géré dans les entreprises, c'est assez juridique comme position, ça n'est pas du tout dans les collectivités, ils sont extrêmement sérieux avec ça. C'est très contrôlé, très vérifié. Une autre question ? Est-ce qu'entre guillemets l'État peut sanctionner une entreprise si elle consomme trop ou si elle utilise trop de ressources en point de vue informatique? Par exemple, imaginons Microsoft à des grandes échelles, avec si certaines, je sais pas, ils ont des machines qui consomment énormément de ressources, qui polluent énormément de conséquences. Est-ce qu'il y a leur place de loi? Ouais, alors je pense que les choses ne sont pas mûres encore, parce qu'on voit très bien que ça arrive, la législation arrive sur les bâtiments en ce moment. Comment on fait en sorte, et c'est pas encore le cas, mais il y a de fortes chances, par exemple, que les entreprises soient pénalisées financièrement si elles ont des bâtiments qui ne répondent pas à une certaine norme. Et je pense qu'évidemment derrière ça va suivre. C'est inévitable. C'est inévitable. Tout le monde va être obligé de faire attention. Et donc il y aura évidemment, pour faire attention, il y aura des sanctions. Une autre question? Du coup, les solutions que vous développez, elles sont vertes, entre guillemets. Enfin, tout le code qui est derrière, vous avez des logiciels qui permettent de vérifier la qualité du code et C'est toujours très compliqué de faire ça en effet. Alors nous, comment on vérifie que c'est vert? On le vérifie pour l'instant d'une certaine manière, c'est-à-dire que nos logiciels, en partant sur des choses open source, permettent d'arrêter plein de trucs. C'est-à-dire que d'abord, comme c'est un serveur mono-applicatif, on est capable de tourner avec une seule base de données, un seul serveur, et on est capable, ça va remplacer plein d'applications existantes. Donc dans ce sens-là, c'est vert. Mais actuellement, on n'est pas encore en train de mettre des sondes pour vérifier que les algorithmes que développent les développeurs sont verts, si c'est là où vous vouliez en arriver. du coup, vous n'avez pas de politique, enfin, vous n'avez pas, par exemple, dans l'entreprise, une politique, quand un développeur arrive, il a un cahier où il doit se référencer pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il appuie. Alors je pense que on fait comme dans beaucoup d'entreprises au monde, c'est-à-dire que nous on a une charte de développement, qui sont bien sûr sur le nommage des variables, la manière d'écrire les boucles, et puis derrière, ce qu'on fait aussi, c'est que pour vérifier qu'on n'a pas trop de problèmes, deux développeurs autres que celui qui a écrit le code vont relire le code. D'accord? Donc on passe par une double relecture du code. Ça c'est aussi ce qu'on retrouve souvent dans l'open source, et on essaye de les pousser sur des guides publics. Alors on n'est pas encore tout à fait mûr pour pousser tout notre code sur des guides publics, une partie simplement est poussée. Mais on a quand même ce côté double relecture par deux développeurs. Est-ce qu'il y a des normes ou des standards qui décrivent l'interaction entre les différentes applications, les objets connectés? Ça c'est de standard ou... Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pensez que ça va... Alors je pense que ça va arriver. Alors ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le contenu, quoique on voit maintenant que quand même le REST JSON a pris le pas sur à peu près tout ce qui se faisait avant, parce qu'il est autodescriptif, il permet de générer des classes à la volée, et d'une certaine manière, quelque part, on va dire que c'est autodécrit. Mais on n'est pas rendu vraiment à décrire dans le détail les objets. Par contre, en effet, le REST JSON, c'est pratiquement le seul protocole qui tient la route actuellement. Je crois que vous avez dit Python pendant la présentation. Oui, c'est choquant. Non, mais est-ce que vous utilisez un autre programme et lesquels pour le logiciel? Alors, vous avez vu, on fait un peu de développement embarqué. Donc là, on va faire des choses que je ne vous fais sans doute pas ici. On va commencer par, quand on veut adapter l'électronique à l'OS, il y a une partie assembleur. Donc on fait un peu d'assembleur. Oui, un peu obligatoire, ça. Je suis désolé. Des couches qui sont les drivers, les parties un peu basses sont écrites en C. Après, quand on va être sur un OS Python, on va quand même développer en Java, bien qu'on est en train de regarder Kotlin. Et puis après, on est en Python, JavaScript. Mais on a des bases de données derrière, donc on fait toujours aussi, et apprenez-le parce que c'est un langage qui sert, du SQL. Ça vous va comme réponse? Oui. Si j'ai bien compris, c'est le fait d'utiliser différents logiciels qui fait que l'application n'est pas verte, c'est ça?
plus, comment dire, quelque part, oui, plus on va utiliser le logiciel, plus on va démultiplier les ressources nécessaires pour obtenir le même résultat. Par moment, c'est pas possible de faire autrement parce qu'on a quand même une empreinte intellectuelle autour d'un logiciel. Aucun logiciel ne fait tout. Donc à partir de ce moment-là, on est bien obligé d'avoir quelque chose de siloté. Mais il faut faire attention aux trop petits logiciels ou aux logiciels qui n'ont pas une couverture fonctionnelle assez grande. Donc il faudrait, comme avec la carte quotidienne, arriver à quelque chose d'assez totalitaire. Enfin, ah, oui, je vois où vous voulez en venir. Le système n'est pas extrêmement vulnérable s'il n'y a pas quelque chose qui centralise tout. Alors, on parle d'abord d'écologie. Alors en effet, moi personnellement, je pense que du mouvement open source va naître des plateformes qui vont, on va dire, créer une forme d'adhésion, où les gens vont développer de plus en plus dessus. Même si on sait qu'il y aura toujours des nouveautés parce qu'il y a toujours sortir des nouvelles choses. Mais l'open source est une première réponse, je pense, au développement commun. Après, la sécurité dans tout ça, la sécurité, souvent, elle se fait quand même en amont dans les firewalls. Je pense pas, et je dirais même au contraire, est-ce que la technique du secret assure la sécurité? C'est ça pratiquement la question. Parce qu'en exposant le code sur une seule plateforme, on se dit, on perd en sécurité puisque tout le monde sait comment ça marche. Moi je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont regarder et beaucoup de gens vont pouvoir optimiser les processus et les rendre moins vulnérables. C'est pas l'open source, c'est fait une sorte d'entité qui gère il y a une sorte de centralisation. Ah, oui, mais là on parle de ville. Enfin, on gère tout dans une ville, hein, pas au niveau de l'État ou au niveau du monde. Hein. Oui, nous, c'est pas un problème. On arrive à assumer la sécurité, puisque ce qui est important, c'est de respecter les données du RGPD, d'abord, en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on ne doit stocker que ce qui sert. Règlement général de la protection des données. Vous voyez pas ça en... D'accord. Donc ça, c'est la règle européenne qui gère les données, où maintenant on voit partout sur les sites, je veux bien utiliser ce serveur. Vous n'avez pas ça? Voilà, l'autorisation, le droit à l'oubli, le droit à l'effacement, voilà. Tout ça en fait partie. Donc maintenant on est obligé, avec toutes ces règles-là, je les trouve bonnes, parce qu'elles permettent deux choses de bien. Elles vont permettre, les règles RGPD, de sécuriser vos données à vous. Et elles vont permettre pour les éditeurs de logiciels ou supérieurs de logiciels d'avoir l'opportunité de demander l'avis de l'utilisateur pour savoir s'il veut qu'on utilise ces datas comme ça. Un exemple, c'est qu'en France, par exemple, on n'a pas le droit de faire de la biométrie parce que l'État avait décidé qu'on n'avait pas le droit de faire de la biométrie, sauf si c'était ultra important, comme dans les centrales nucléaires. Maintenant, avec les RGPD, on peut vous demander, mais est-ce que vous m'autorisez à utiliser vos données biométriques dans tel cas d'utilisation? Et donc, moi, je pense que ces règles-là, elles permettent l'ouverture et la créativité. Une autre question? Les solutions d'hébergement de la Smart City avec les clouds publics, c'est cohérent ou anti-données? Alors, moi je pense que les données, elles peuvent gérer au plus près, et souvent les villes d'ailleurs, les agglos et les métropoles hébergent même leurs données. C'est extrêmement rare, je ne connais pas de cas où ils ont confié ça à un hébergeur. Et quand c'est un hébergeur, il vérifie que les données sont stockées en France. Il n'y a pas de collectivité, je pense, qui utilise beaucoup Amazon. Alors, je sais qu'Amazon, maintenant, il y a un data center en France, donc peut-être qu'ils le font certains, mais c'est pas très... c'est jamais demandé. Voilà. Oui? Vous avez montré qu'une voiture autonome génère environ 4 Tera de données par jour. Oui. Une ville autonome, ça représente quoi en termes de grandeur? Ah oui, c'est une bonne question, je ne l'ai pas mesuré. Là, le problème, c'est qu'une voiture, en effet, elle doit prendre des décisions en temps réel sur des choses qui sont des images, et donc ça génère énormément de data. Sur une ville autonome, on est sur des notions d'objets connectés, principalement. Hein. Donc un objet connecté, ça utilise souvent des réseaux à basse fréquence. Vous savez le débit d'un réseau à basse fréquence. On est à 100 bits. Donc stocker des données d'une ville connectée, je pense que ça reste raisonnable. Voilà. Les caméras font partie du réseau dans... Ah, modulo les caméras. Modulo les caméras. Mais on est encore sur une thématique sécurité actuellement. En France, on n'est pas sur une thématique où on a le droit d'utiliser les images de caméra pour faire du service comme on trouve, enfin du service, comme on trouve en Chine. Si on peut appeler ça du service de mettre des PV quand on traverse en dehors des passages côtés. D'autres questions?
par rapport à votre autonomie, est-ce que du coup vous avez, je sais pas, mais il y a quand même un apport par rapport à l'optimisation, par exemple, du carburant, comme ça? Ouais, alors, c'est vrai que c'est ambigu tout ça, parce qu'on vient de voir que la voiture électrique, je ne sais pas si vous connaissez M. Tavares, le responsable de PSA, je ne sais pas si vous l'avez écouté récemment, lui il pense que c'est stupide de faire des voitures électriques. Hein. Et je ne pense pas qu'il soit pro-pétrole, pardon. Je pense que son problématique, c'est ce qu'on a vu, c'est que les matières premières qu'utilise la voiture électrique, elles ne sont absolument pas durables. Donc c'est un problème de fabrication. Mais en contrepartie, on voit aussi qu'il faut arrêter de faire du CO2. Et la voiture électrique arrête de faire du CO2 si l'énergie amont est de type nucléaire. On est bien d'accord, hein, parce que si ça reste du pétrole ou du charbon, c'est pas bon du tout. Donc on est vraiment actuellement en train de se poser des tas de questions. Et déjà sur cette partie-là, la voiture électrique, c'est déjà un problème en soi. Et votre question? Parce que avec surconnecter la voiture, ça va entraîner une consommation accrue. Mais est-ce que c'est dans quelle proportion en fait elle est contrebalancée par les procédés d'optimisation de consommation? Oui. Là, je ne suis pas un spécialiste du monde de l'automobile, malheureusement, mais je pense quand même qu'il y a déjà des tas de mesures sur un véhicule actuellement qui permettent de limiter la consommation. Le problème, c'est le comportement de l'homme, toujours. Alors, est-ce qu'en arrêtant, on peut déjà, par des bonnes pratiques personnelles, arriver à des consommations qui sont quand même bien plus modestes. D'ailleurs, je pense que ce que vous allez voir dans la vie en général, c'est que le fait de moins consommer, ça va être beaucoup de bonnes pratiques personnelles, en fait. Hein. Un peu plus de marche à pied, voilà, un peu plus de... Vous avez entendu parler de mobilité as a service, ça vous dit quelque chose? Le MaaS, ça c'est une théorie dont vous allez entendre parler de plus en plus. C'est cette idée qu'avec un titre de transport, sur une carte à puce, sur un téléphone, vous puissiez partir de l'avion jusqu'à la trottinette en passant par la voiture, vous voyez, utiliser tous les moyens de transport les plus optimisés sur chacun de vos trajets pour arriver à votre objectif quand vous le souhaitez. Et donc ça, c'est en train d'émerger actuellement. On voit des petits phénomènes qui apparaissent à droite à gauche, mais les très grands groupes internationaux réfléchissent très fort à cette problématique-là. Et donc, en pensant qu'en utilisant un maximum de transport public pour les problèmes qu'on a vus tout à l'heure. Recherchez ça, ça s'appelle grand M, 2 petits A, Mobility as a Service. Ça, c'est une vraie thématique actuelle. D'autres questions? Excusez-moi. Oui, oui, je reviendrai vers vous. Pareil, je suis pas du tout dans une filière informatique, mais pour la survie de l'homme, grosso modo, et pour une transition énergétique optimale, pour justement éviter d'avoir encore recours à des énergies fossiles, on estime qu'il faudrait réduire de 45 à 55% notre production et consommation d'énergie. Est-ce que la Smart City serait bien sûr. avec ça? Bien sûr. Il faut diviser par 2, mais on va réduire de 50%. 100%, plus de 100%. Enfin oui, il faut diviser par 2 sa consommation. Au moins diviser par 2. On estime qu'il faudrait être à 30 ou 40% de notre consommation actuelle pour pouvoir équilibrer à peu près la balance. Et la Smart City, oui, entre autres par ces notions de transport, on l'a vu tout à l'heure, en utilisant plus de transport public, en ayant une meilleure répartition de l'énergie globale. Alors il y a des thématiques que je n'ai pas abordées, et je crois que vous avez quelque chose là-dessus sur le fait de répartir les parties vertes dans les villes, c'est ça? Vous allez avoir un forum bientôt sur ces aspects-là. Les espaces verts dans les villes peuvent participer aussi en tant que puits de carbone. Il y a beaucoup d'initiatives actuellement. Et de toute façon, ça va passer par les villes, et donc par la Smart City, qui est un système collaboratif, puisque la population mondiale va être dans les villes. Il y aura très peu de gens dans les campagnes. Vous avez dit que la Smart City, c'était d'avoir un système de capteurs. Les capteurs, j'imagine. La Smart City, c'est le fait de rendre son environnement durable. Durable, vivable. Donc, avec des capteurs, on peut capter de l'information, donc analyser ça pour essayer d'améliorer tout ça. Et les démarches, elles sont d'abord, elles vont venir surtout de chacun. Ces capteurs ne sont pas énergivores? Alors, c'est toujours pareil, il faut faire le ratio coût-avantage. Est-ce que ça vaut le coup de mesurer ça par rapport au gain que je pense obtenir? On est toujours dans cette problématique-là. Et pour les villes que vous avez citées, qui sont déjà donc
Oui. Le ratio est assez bon. Alors d'abord, les capteurs qu'on connaît, c'est surtout les capteurs sur l'air. Donc là, on a vu tout de suite le fait de mesurer. Ça a permis aussi de mieux comprendre les problématiques de où était généré le carbone. On pensait qu'il y avait beaucoup les voitures, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup aussi de chauffage individuel qui était problématique. Et donc les capteurs, ils ont été bien pour ça. On a vu quand se produisaient les pics, quels étaient les effets liés au vent et au climat. Et il n'y aurait pas eu les capteurs, il n'y aurait pas pu avoir cette analyse-là, et on n'aurait pas pu investir aux bons endroits, qui sont principalement dans l'isolation des logements personnels, pour améliorer la consommation d'énergie. Donc dans ce cas-là, c'est un très bon rapport. Ça vous va comme réponse? Vous avez une autre question? Oui, Oranet fait appel à... Je suis du côté des informaticiens, je crois, là, c'est ça? Oranet fait appel à quoi comme profession, exactement? Alors, on a deux pôles. On a un pôle, parce qu'on fait des choses, nous, soit des développements qui sont directement liés avec nos clients. Quand vous voulez faire des modifications dans les sites web, quand vous voulez faire des interfaces, des choses comme ça, on appelle ça l'ingénierie. On est sur des profils qui sont plutôt de type Bac plus 3, et on a une vingtaine de personnes comme ça chez nous à Oranet, et après on a ce qu'on appelle la R&D, et là on est sur des profils Bac plus 5, donc c'est des masters, des ingénieurs, on a également un docteur. Voilà, et ça c'est le profil R&D. On passe de tâches qui étaient de 3-4 jours à des tâches qui sont en année. D'autres questions? C'est bon? Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté.